13h sur Europe 1. On parle de la déconnexion d'Emmanuel Macron après la mort de Liana. Il a déclaré « On ne répond pas à un drame par des cris ». Qu'en pensez-vous ? On veut vous entendre sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Et nous sommes toujours avec nos deux débatteurs. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du service débat du Figaro, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Et nous sommes également avec les auditeurs qui sont très nombreux à réagir ce matin. Et vraiment un grand merci à tous ceux qui prennent leur téléphone. Appel au 01 80 20 39 21. Dominique est avec nous, elle nous appelle du Roussillon. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Elliot, bonjour Georges et bonjour Alexandre. Il Bonjour. nous appelle Bonjour. parce qu'effectivement Dominique peut être Bonjour, un nom Dominique. masculin et j'ai dit elle nous appelle. Dominique, comment ça va ? Écoutez, ça va plutôt bien. Je suis à l'écoute d'Europe 1 ce matin et effectivement, comme tous les auditeurs, j'ai un émotionnel qui est exacerbé. Mais je voudrais répondre à votre question, recentrer le sujet, parce que l'auditeur précédent a beaucoup parlé de la responsabilité de la gendarmerie et de la hiérarchie. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le sujet d'Emmanuel Macron et en fait les comptes qu'il a à rendre. Et depuis très longtemps, vous parlez de déconnexion, mais il n'est pas connecté, il ne l'a jamais été. Jamais, jamais, jamais. Ses premiers mots ont été d'ailleurs terrifiants, puisqu'il a commencé sa présidence en disant qu'il n'y avait pas de culture française, alors que le pays n'est que culture. Culture architecturale, culinaire, picturale. Tout le pays n'est que culture et n'est reconnu que comme ça dans le monde entier. Et ses premières actions, ses premiers mots ont été pour dire qu'il n'y avait pas de culture française. Donc il n'était déjà pas connecté à son pays. Mais alors, Elliot, à qui est-il connecté ? Qui décide ? À qui rend-il des comptes ? Il rend des comptes au Bilderberg, au Global Young Leaders, au Forum économique de Davos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on est toujours étonné de sa parole. On est toujours étonné de la manière dont il utilise certaines tournures qui nous choquent, nous, les citoyens. C'est parce qu'en fait, ça ne choque pas le Forum de Davos, ça ne choque pas le Bilderberg, ça ne choque personne de son entourage, de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Alors la première des choses, si on voulait solutionner ça serait d'interdire ces lobbies puissants et financiers, de décider pour nous qui va être le représentant du peuple et le défenseur de nos lois, de nos valeurs. Et le Bilderberg, le Forum économique et tous ces gens-là n'ont rien à influencer, on devrait interdire. Je vous rappelle quand même que parmi les prétendants actuels, ils sont tous plus ou moins adoubés par le Bilderberg, le Forum, etc. Donc ils rendront des comptes. Donc ils ne sont pas en connexion avec un pays pour lequel finalement ils n'ont aucun compte à rendre. Dominique, la parole est libre évidemment sur cette émission. Et vous étiez le premier à dire il faut recentrer le débat. Vous êtes allé un peu loin sur les... Non, mais vous me dites il faut recentrer le débat et vous me parlez du Forum de Davos. Mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que, permettez-moi de vous répondre, vous parlez de cette société, ou du moins de cette caste mondialiste ou mondialisée, qui est une caste déracinée. Et quand vous êtes déraciné, vous n'avez pas la capacité, peut-être, de prendre le pouls d'une population en souffrance, d'une population, elle, enracinée. Et j'ai d'ailleurs été, moi, ce qui m'a beaucoup ému, évidemment, il y a le drame, la disparition d'une petite dans des conditions atroces, mais c'est qu'on est dans une petite ville de 6000 habitants dans le Gers, 6000 habitants, et que ce drame a dépassé la commune, dépassé le département du Gers, et a résonné dans une grande majorité de foyers français. Donc c'est le signe qu'il reste un enracinement, une sorte d'union nationale, d'unité nationale quand il y a ces drames-là, parce qu'il y avait consensus pour dire c'est profondément injuste parce que ce drame aurait dû être évité. Vous voyez ce que je veux dire, Alexandre Devecchio ? Oui, moi, pour répondre à Dominique, effectivement, les Français ont aussi une responsabilité, puisqu'une partie des Français au moins ont élu Emmanuel Macron. Et donc, je ne crois pas que ce soit une marionnette, effectivement, du Forum de Davos ou autre. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron s'inscrit dans une sociologie particulière et dans une vision du monde. Il fait partie des élites mondialisées et il n'arrive pas effectivement à se mettre à la place de ces Français ordinaires qui habitent dans des petites communes, qui habitent dans des territoires ruraux parfois, et il ne sait pas leur parler visiblement. Et effectivement, il a cette langue des élites mondialisées et cette vision du monde qui, je crois, est plus du tout
en cohérence avec les Français, parce que les Français sont en révolte contre la mondialisation. Ils en ont souffert aussi bien sur le plan économique que culturel. Caroline est avec nous et on salue Dominique qui nous a appelé du Roussillon, direction les Yvelines à présent. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Merci de nous appeler au 01 80 20 39 21 Caroline. Écoutez, c'est normal, ça fait réagir. Aujourd'hui, je serais peut-être pas aussi tranchée que beaucoup de gens. Je dirais que Macron est un peu hors sol, mais il n'a pas totalement tort dans ce qu'il dit. Je m'explique. En effet, on ne combat pas ce genre de drame avec des cris, on combat ce genre de drame avec des actions. Et c'est là où il est hors sol. Et il est hors sol également quand il dit ce genre de choses, parce que ça a ému la France entière, comme vous l'avez expliqué. Ce drame, c'est quelque chose qui pourrait arriver à chacun d'entre nous. Donc c'est quelque chose de violent et tout le monde se sent touché. Et il a été maladroit dans ses mots. Mais c'est vrai que ce n'est pas en criant qu'on règle un problème, quel qu'il soit. C'est en s'asseyant autour d'une table et en trouvant des solutions. Caroline. Oui, bonjour Caroline. Alexandre veut vous répondre. Alexandre Devecchio. Alors, on peut comprendre ce qu'il veut dire, mais d'abord, vous l'avez dit, je pense que le rôle du président de la République, c'est aussi de comprendre son peuple et d'être au diapason de ses émotions, mais surtout, il a eu 10 ans. Il ne peut pas dire on ne réagit pas à un drame avec précipitation, parce qu'il a eu 10 ans pour le faire. Donc non seulement il y a des mots maladroits, mais il y a des actes inexistants. Et donc quand il y a à la fois actes inexistants et mots maladroits, il n'y a rien qui va, si vous voulez. Bien sûr. Et surtout, vous avez employé un terme, vous avez dit c'est maladroit. Mais si c'était la première fois, je vous dirais, bon, vous avez raison, c'est une maladresse, ça arrive à tout le monde. Mais, et je sais qu'un grand éditorialiste, journaliste, va prendre la plume demain pour parler justement de ces phrases qui ont heurté les Français. Il fait une liste non exhaustive de toutes ces phrases. Et vous allez le découvrir dans un grand journal du dimanche. Mais si c'était que la première fois, d'accord. Sauf que là, ça se répète. Quand vous avez des faits de société qui bouleversent la France et que vous parlez de brainwashing sur les faits divers, ça heurte. Quand vous parlez des gens qui ne sont rien dans les gares, ça heurte. Quand vous dites qu'ils viennent me chercher au moment de l'affaire Benalla, ça heurte, etc., etc., etc. Et là, vous avez un président, moi j'y vois plus le symbole du déni d'un échec politique majeur après 10 ans au pouvoir que d'une volonté d'apaiser les choses. C'est tout l'inverse. En disant ça, il heurte, il rajoute du sel sur les plaies, je crois. Georges Fenech. Moi, je crois que c'est encore beaucoup plus profond que ça chez Emmanuel Macron. Je pense qu'il partage, grosso modo, l'idée de la gauche, hein, même celle du syndicat Mistrature, que le crime, finalement, il est quelque part excusable, il est en tout cas explicable. Si ça n'était pas le cas, aurait-il nommé Nicole Belloubet, Éric Dupond-Moretti, place Vendôme. Éric Dupond-Moretti, la première chose qu'il a fait, à peine nommé, il a appelé Robert Badinter. C'était vraiment la tutelle de toute cette gauche judiciaire. Donc, il épouse cette conception-là. C'est vrai, quand il parle de brainwashing, etc., il considère que le crime, ce sont des faits divers, que malheureusement, ils sont là, etc. Malheureusement. Donc, ça ne l'a jamais vraiment préoccupé. Mais sur les questions sociétales ou sur les questions régaliennes, il est plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Bruno Retailleau. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est plus profond que ça. 11h42 sur Europe 1, on revient dans un instant. Merci Caroline. Alexandre Devecchio, parce qu'on a entendu la position de Georges Fenech tout à l'heure sur la responsabilité de Gérald Darmanin, qui selon lui aurait dû symboliquement présenter sa démission. Moi j'ai dit que j'étais en contradiction totale avec ça, mais ça peut être intéressant d'avoir votre regard. Je crois que le sondage est intéressant parce qu'il montre bien que les Français font la part des choses. Gérald Darmanin, il est en place depuis 1 an, donc on ne peut pas le tenir pour responsable de tout. Et en plus, je pense que les Français se disent qu'entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, il vaut encore mieux Gérald Darmanin. Après, sur le plan symbolique, moi je pense qu'il y a un problème qui va au-delà du ministre de la Justice, mais qui est celui effectivement
effectivement de l'éthique de la responsabilité partout dans la société. Plus personne n'est responsable de rien. Donc on aurait pu imaginer symboliquement qu'il remette sa démission, mais il aurait été juste qu'elle soit refusée parce qu'effectivement, il n'est pas responsable dans cette affaire-là. Et je crois que même si moi j'ai des doutes sur les convictions de Gérald Darmanin, sur son bilan au ministère de l'Intérieur, dans les conditions politiques qui sont les conditions actuelles, avec la majorité actuelle, c'est peut-être le moins mauvais des ministres possibles à la justice. Il avait songé, souvenez-vous ce qu'il nous a dit chez nous, d'ailleurs à CNews, qu'il avait pensé, est-ce qu'il faut que je démissionne ou pas ? Et puis il s'est dit, je ne veux pas rajouter une crise nouvelle. Ce qui est vrai. Et qui peut Mais donc il s'est, je dirais, honnêtement posé la question. Stéphane et Thierry sont en direct avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Elliot. Comment allez-vous, cher Stéphane ? Très bien, très bien. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. C'est normal, vous êtes le bienvenu et tous les auditeurs ont la possibilité de prendre la parole dans cette émission. Alors, je voudrais rebondir un peu sur la responsabilité du ministre parce que j'ai l'impression qu'on est tous un peu innocents. Dans une entreprise, quand vous prenez un poste, vous avez tout un tas d'informations qui vous reviennent. Vous avez un tableau de bord dans lequel vous avez des chiffres. Vous avez, pour le ministre, vous devez avoir tout un tas d'informations sur le nombre de dossiers en cours, sur le nombre... vous avez un vrai tableau de bord. On a compris, Stéphane. Et ce tableau de bord, eh bien, le ministre ne peut pas faire semblant de découvrir la problématique des viols sur enfants à la dernière minute. Mais vous ne croyez pas, Stéphane, que là, on s'écarte du sujet. Pourquoi je vous dis ça ? Déjà, si on veut aller dans le détail de qui a fait quoi, vous avez un ministre qui n'a pas la main forcément sur son administration. C'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire il y a l'indépendance de la justice. Georges l'expliquera bien mieux que moi. Mais en revanche, il peut faire quoi ? C'est déployer des circulaires. Oui, d'accord ? Il y en a eu 3 de circulaires en un an pour expliquer que la priorité des priorités, c'était le narcotrafic et les violences faites contre les femmes et les enfants. Bon, donc déjà, il y a ce premier point. Donc c'est pour ça que franchement, je pense qu'on se détourne du sujet, qui est le sujet prioritaire, c'est la question de la justice de manière générale. Et puis aussi, c'est cette phrase d'Emmanuel Macron, je trouve que là, pour le coup, on n'est pas dans l'anecdote, cette phrase qui a heurté les Français. Ceci dit, il était ministre d'Emmanuel Macron pendant 10 ans. Oui, c'est sa principale faute. Je ne sais plus du prénom de notre auditeur. Stéphane, pardonnez-moi. Stéphane, moi je voudrais quand même rebondir sur ce qu'il vient de dire, en parlant de tableau de bord. Vous avez raison, Elliot. Le garde des Sceaux, il l'a rappelé, il ne peut pas donner d'instructions individuelles, il ne peut que d'adresser circulaire général. Mais il peut faire autre chose. Il oublie de dire. Il peut se faire signaler les affaires que lui estime prioritaires. C'est-à-dire qu'on appelle ça dans notre jargon au parquet, je dis nôtre parce que j'ai appartenu au parquet, les affaires dites signalées. C'est-à-dire que quand vous avez une affaire qui intéresse directement la chancellerie, par exemple, aujourd'hui les affaires de viol ou d'inceste, par exemple, eh bien le procureur qui reçoit une affaire fait un signalement, une fiche signalétique, tel nom, tel fait, etc., qu'il adresse au procureur général, qu'il adresse à la direction des affaires criminelles et des grâces, qu'il adresse au cabinet du garde des Sceaux. Ça a été fait là ? Non, mais il aurait pu. Alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu quoi ? Au-delà des circulaires générales et impersonnelles, qui n'appellent pas de réponse, il aurait pu avoir un tableau de bord en disant vous allez me signaler tous les procureurs de France, vous allez me signaler toutes les plaintes. Il y en a ça, il aurait pu le faire. Oui, mais il s'organise. Il s'organise. Bon, enfin bref. Bon, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'on... c'est pas lui qui va aller regarder, il a un service, il a une direction des affaires criminelles et des grâces, il y a des gens qui travaillent au ministère de la Justice. Factuellement aujourd'hui, mais c'est très intéressant d'avoir tous les avis, factuellement aujourd'hui, vous avez 6 Français sur 10 qui disent votre question de démission de Gérald Darmanin, nous c'est non. Voilà. Et c'est très intéressant de voir que ça intervient après une semaine où il y a eu la communication. Oui, mais je ne peux pas laisser dire que le ministre ne peut rien, qu'il n'a aucun moyen. C'est pas vrai. Mais il a quand même des moyens, même s'il ne peut plus donner d'instructions. Je vous aurais rejoint à 200% sur n'importe quel autre ministère que celui de la justice. Sauf que vous le savez mieux que personne, il y a dans ce ministère une exception qui d'ailleurs va peut-être être changée dans les prochains temps. C'est cette indépendance de la justice qui est normale. Mais l'irresponsabilité du juge aujourd'hui fait que le juge, la politique pénale, certains, pas tous,
Ils voient la politique pénale, ils en rient de la politique pénale. Ils en rient de la politique. Pas qu'ils en rient, c'est qu'ils ont la leur. Bah voilà. Vous avez aujourd'hui 80 dossiers. Vous avez 100 procureurs en France, d'accord, 101. Je ne sais plus combien. Non, disons qu'il y a une centaine de parquets, 100 procureurs. Vous avez aujourd'hui, j'ose dire la formule, vous avez 100 roitelets de la République. Alors, et donc c'est de la faute de... Je veux dire par là que comme il n'y a plus de politique pénale générale que seulement par des voies circulaires, chaque procureur dans son royaume applique sa propre politique pénale. Ce qui provoque une rupture d'égalité des citoyens devant la justice. Vous aurez tel procureur qui mettra l'accent sur ceci, tel autre sur cela. Il faut absolument réunifier la politique pénale avec un chef. Allez. Et ce chef, c'est le garde des Sceaux. Une courte pause et on va parler d'un sujet qui n'a absolument pas été traité ces dernières heures dans les médias. C'est normal parce que c'est un sujet extrêmement sensible et alors par dogmatisme ou par lâcheté, les médias préfèrent regarder ailleurs. Nous serons en direct avec Louis Alliot, le maire de Perpignan. Ça va être très intéressant de l'avoir. Pourquoi ? Parce que en conseil municipal à Ivry-sur-Seine, il y a eu une scène surréaliste durant laquelle un élu, pour protester après le rejet de sa proposition d'adopter un amendement afin d'interdire le port de signes religieux en conseil, a sorti une croix avant de réciter un « Je vous salue Marie ». Et il a été accusé, cet élu Rassemblement National, de crime politique par le maire communiste de la ville. Et c'est la question, faut-il interdire le port de signes religieux en conseil municipal ? On se pose la question dans un instant. Sur Europe 1, on veut vous entendre. 01 80 20 39 21. Elliott Deval vous revient dans un instant sur Europe 1 après une pause. Et les infos, à tout de suite, il est 11h57. Midi 4 sur Europe 1, merci d'être avec nous pour la suite d'Elliott Deval toujours avec Marilyn Hérault, avec Georges Fenech, Alexandre Devecchio et nous sommes en direct avec le maire de Perpignan, maire Rassemblement National, Louis Alliot. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On a passé la première heure, monsieur le maire, à parler de ce drame national, de ce fiasco général et la disparition de la petite Liana, en s'arrêtant longuement parce que les auditeurs étaient très nombreux à réagir à la phrase d'Emmanuel Macron prononcée lors du Conseil des ministres. On ne répond pas à un drame par des cris. Et beaucoup d'auditeurs étaient heurtés par cette déclaration, voyant là une nouvelle preuve de la déconnexion du président de la République. Quel a été votre regard après cette déclaration du président Emmanuel Macron, monsieur le maire ? Écoutez, je crois qu'il a une caractéristique, ce président, c'est qu'il ne pense qu'à lui. Donc, je me demande s'il y a un seul sujet qui le touche, à part sa propre personne. Et c'est très, d'ailleurs, révélateur de tout son mandat, de tous ses mandats, avec le résultat qu'il aura additionné à la fin de ses 10 ans de mandat, et avec tous les scandales qui auront pu émailler les scandales et les tragédies aussi, il faut le dire. Mais je crois que voilà, il est d'une légèreté qui est confondante. Monsieur le maire, autre question très importante, puisqu'on est à un an de la présidentielle, que le divorce est consommé entre les Français et la justice, avec un réquisitoire accablant qu'on pouvait découvrir dans les colonnes du Figaro vendredi. 8 Français sur 10 considèrent que la justice est trop lente, pas assez sévère, que les peines prononcées ne sont pas appliquées, qu'elle dysfonctionne. Au pouvoir demain, qu'est-ce que vous pourriez faire au Rassemblement National, vous, Louis Alliot, pour renouer ce lien de confiance entre la justice et les Français ? Alors, il y a d'abord deux choses. La justice n'est pas sévère, ça dépend avec qui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que je crois que vous avez M. Fenech sur le plateau. Je ne pense pas qu'il faille mettre dans le même sac tous les magistrats, évidemment, mais que, évidemment, certains autres sont à pointer du doigt. Mais en reconnaissant aussi qu'ils ne font qu'appliquer les lois qui sont votées au Parlement.
Alors effectivement, on peut restreindre leur capacité à expliquer la loi ou à appliquer la loi, ça c'est une chose, mais il n'en demeure pas moins que les assemblées nationales qui se sont succédées ont voté tout un tas de lois qui aujourd'hui produisent les résultats que nous avons. Donc j'allais dire, la responsabilité, elle n'est pas que du côté du pouvoir judiciaire, elle est aussi du côté du pouvoir législatif et même évidemment du pouvoir exécutif. Mais je pense que c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut avoir sur le système et sur la manière de punir évidemment les faits les plus graves. Et de ce point de vue-là, depuis maintenant, on va dire une trentaine d'années, on s'occupe plus du voyou ou de celui qui commet l'acte délictuel ou criminel, plutôt que de regarder la victime. Et cette philosophie-là a entraîné sur l'ensemble de la justice, eh bien, des conséquences graves et dont on peut voir tous les jours les méfaits. Il y a les problèmes de pédocriminalité aujourd'hui, les problèmes d'engorgement des tribunaux. Mais moi, je peux vous dire qu'à mon niveau, à Perpignan et tous les jours, les policiers arrêtent des voyous, les voyous sont remis à la justice et la plupart du temps, la justice les remet en liberté. Et là, vous avez d'autres responsabilités qui sont souvent les mêmes puisqu'il n'y a plus de place en prison. Et donc, s'il n'y a plus de place en prison, vous voulez les mettre où ? Je résume la situation, mais le système, c'est celui-là et nous le vivons tous les jours. Louis Alliot, maire sortant et RN de Perpignan, réélu, je le rappelle, dès le premier tour des municipales en 2026. Monsieur le maire, j'ai l'esprit d'escalier, mais la première question que je devrais vous poser, c'est que vous disent vos administrés lorsque vous allez faire le marché ce matin, lorsque vous les croisez dans la rue? C'est quoi les trois priorités des Français ou ce qui les marque le plus en ce moment? Bon, d'abord, c'est évidemment, mais toutes ces affaires de justice, si vous voulez, cette affaire-là ne vient qu'aggraver tous les déséquilibres et les injustices constatées déjà. Et donc, ils ont une formule qu'on peut résumer, c'est-à-dire fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui paye ses impôts, ses amendes, etc., lui, il est systématiquement dans le viseur des pouvoirs publics. Les voyous, les dealers, les voleurs, les squatteurs, ceux-là, systématiquement, bénéficient de la mansuétude de la magistrature. Pas toute la magistrature, mais d'une certaine magistrature. Donc ça, effectivement, ça joue sur les fameux 80% qui n'ont plus confiance dans la justice. Ça, c'est une évidence. Ensuite, c'est l'insécurité qui vient tout de suite derrière, et ça va avec. Et puis, c'est évidemment le coût de la vie, le pouvoir d'achat et le fait de se dire on paie toujours plus d'impôts, on en a toujours moins, et en face de ça, on est protégé par personne. Et ça, c'est en train de se répandre partout dans l'opinion. Il est 12h10 sur Europe 1. Vous restez avec nous, monsieur le maire, parce qu'on va parler d'un sujet qui a été absolument pas traité dans les médias dits mainstream ces dernières heures. Et pourtant, la séquence a été relayée plus d'1 million de fois, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant d'avoir le témoignage du maire que vous êtes, puisqu'on va parler d'un conseil municipal, celui d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, durant lequel un élu du Rassemblement national, pour protester après le rejet de sa proposition d'adopter un amendement afin d'interdire le port de signes religieux en conseil, a sorti une croix avant de réciter un « Je vous salue Marie ». Il est accusé de crime politique dans cette séquence par le maire communiste de la ville. Quel est le sens du port religieux dans un conseil municipal? C'est la question qu'on pourrait vous poser. Mais juste avant, je voudrais qu'on écoute le sujet, 1 minute 45, qui résume à peu près tout. C'est Nicolas Roger. Écoutez. Vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais... Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un Je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est cette scène qui a provoqué la colère du maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique, et je dois vous remercier, monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement.
Une séquence qui intervient quelques instants après le rejet d'un amendement proposé par l'élu du Rassemblement national visant à interdire le port de signes religieux ostensibles lors des conseils municipaux. Le maire a justifié son choix. L'abbé Pierre, dont la mémoire est un peu entachée par quelques déviations, était lui aussi député de l'Assemblée nationale et il portait les signes d'appartenance à un ordre de prêtrise. Au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, 2 élus portent le voile, dont l'adjointe au maire. Si je suis élue aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fière d'être ici, d'être élue avec mon voile. Voilà. C'est à la suite de cette déclaration que l'élu du Rassemblement national a décidé d'exprimer sa foi catholique. Après avoir refusé de quitter la salle comme demandé par le maire, ce dernier a suspendu la séance. Et Louis Alliot, maire de Perpignan, maire Rassemblement national de Perpignan, est en direct avec nous. Monsieur le maire, quelle est votre première réaction d'abord en écoutant peut-être que vous découvrez cette information ce midi ? Alors, je n'avais pas tout écouté, mais écoutez, quand un maire communiste traite quelqu'un de criminel politique, c'est assez truculent quand on sait d'où vient le Parti communiste, dans tous les régimes qui ont été sous leur direction. Et s'il y avait bien un crime politique dans l'histoire à égalité avec le nazisme, d'ailleurs, on pourrait mettre évidemment les régimes communistes. Ceci étant, si cette dame est fière de son voile, qui est évidemment une atteinte à la laïcité dans une enceinte démocratique et républicaine, eh bien, j'allais dire, c'est comme, vous savez, en matière de droit de la diffamation, c'est l'excuse de provocation, ça s'appelle. Vous pouvez plaider ça, vous répondez à une diffamation par une autre diffamation, mais ça s'appelle l'excuse de provocation. C'est un peu la même chose, c'est le raisonnement du maire communiste jusqu'à l'absurde. Eh bien écoutez, je vais faire ce que vous êtes en train de faire et je vais vous agresser de la même manière dont je me sens agressé par le port du voile de cette dame dans cette enceinte municipale. Voilà, ça prouve beaucoup de choses et ça prouve surtout que la gauche aujourd'hui en est réduite à draguer une forme d'électorat, et ça c'est systématique dans toutes les villes et dans tous les quartiers, et j'allais dire, c'est la fameuse France d'après qu'ils veulent défendre avec M. Mélenchon. Mais faudrait-il légiférer pour interdire le port de signes religieux en conseil municipal ? C'est la question qu'on va se poser dans un instant, et ce sera ma dernière question. Chez vous, par exemple, au conseil municipal, vous avez des élus de l'opposition qui portent des signes religieux ? Non, très honnêtement, j'ai tout un tas d'opposants de gauche dans toutes leurs variantes, mais je n'ai pas d'élus voilés au conseil municipal, sinon évidemment j'aurais pris mes précautions pour que ça ne puisse pas se faire, mais apparemment c'est pas partout pareil. Et c'est pour ça que la dernière question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut que les députés, l'Assemblée nationale se saisissent d'un tel sujet pour éviter de se retrouver dans les situations comme celles qu'on découvre à Ivry-sur-Seine ? Je pensais que ça allait de soi. Je sais que dans notre projet, on voulait intégrer la laïcité d'ailleurs à la Constitution française, puisque pour l'instant ce n'est qu'une loi. Eh bien peut-être qu'à l'avenir, là, et en attendant, effectivement, on pourrait légiférer pour que les signes religieux ostentatoires ne puissent pas être présents dans les enceintes républicaines. Eh bien merci Monsieur le maire. Merci Louis à vous. Alliot, maire sortant Rassemblement national de Perpignan, réélu, je le rappelle, dès le premier tour des municipales en 2026. On fait une courte pause et on revient sur cette polémique qui est en train de naître donc au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. J'invite le maire d'ailleurs d'Ivry-sur-Seine à réagir en direct sur Europe 1, bien évidemment, tout comme l'élu Rassemblement national, tout comme également cet élu qui porte le voile et qui dit « je suis fier de mes convictions ». Mais j'ose espérer que cet élu n'est pas élu pour ses convictions religieuses, ses convictions politiques, ses convictions sociétales. Ce qu'elle réussit à faire, et j'imagine qu'elle le fait parfaitement bien dans sa ville, et c'est ce qui lui a permis d'être dans cette liste et d'être élue donc à Ivry-sur-Seine et d'être conseillère municipale.